Bonjour, ça marche. Donc bonjour à tous. Donc on va commencer cette conférence en deux parties. Donc avec un exposé de Carola donc sur la CGT pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau national et une deuxième partie par Éric Pantoux, donc qui sera plutôt plus consacrée à la CGT dans le Puy-de-Dôme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la troisième conférence qu'on organise cette année en 2024. Puisqu'on avait déjà organisé le 10 janvier une sur les grèves de mineurs 47-48 et les grèves de mineurs de 1963. On avait organisé le 3 avril donc une sur les 80 ans du Conseil national de la résistance, donc présentée par Baptiste Giraud. Donc c'est la troisième qu'on organise cette année. Pour représenter aussi un petit peu les choses, donc en nouveauté cette année, on a donc un cahier d'histoire qu'on vient de sortir, qui a été envoyé à tous les adhérents de l'IHS. Donc ceux de l'IHS ont dû recevoir ce cahier en fait. Sinon, il est en vente 5 euros, pardon, 5 euros donc sur la table dans le hall. Et donc il y a un dossier central qui est consacré notamment à la grève des mineurs de 47-48. Et il y a un autre article sur la CGT pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le Puy-de-Dôme, avec Éric en parlera, mais il y a le tract de la CGT illégale. Et puis dans le hall, vous n'avez peut-être pas fait attention tous, sur les panneaux d'exposition, il y a la liste des fusillés, des militants, enfin des syndiqués CGT qui ont été victimes de la répression pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y en a 207 sur la liste. Vous avez leur nom, prénom, où ils travaillaient en fait. Voilà. En mois de décembre, on ne garantit rien du tout, mais nous on a prévu un déplacement pour voir aussi l'exposition sur Michelin pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est organisée par le Musée de la Résistance. Donc on n'est pas derrière en fait. Je vais donner la parole. Ah oui, je voulais aussi rappeler qu'on avait fait, donc, comme ouvrage, il y a nos précédents ouvrages, il y a Mémoire militante, individuelle et collectif. On a donc le cahier d'histoire, je vous en ai parlé. On a, par rapport aux 80 ans du CNR, il y a les cahiers de l'IHS national sur le programme du Conseil national de la résistance. Et puis, ici dans cette salle, puisque là on va parler de la CGT pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu aussi l'occasion de rappeler qu'en 2017, on avait organisé ici, sur la journée, un colloque sur la CGT, le mouvement ouvrier et les révolutions russes. Et donc les actes du colloque, avec toutes les interventions, avec tout un tas de documents aussi, qui se retrouvent, on a fait un retirage que l'on vend 8 euros. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de la CGT pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais donner la parole à Carola Kaufmann, donc, qui est membre de l'IHS et qui est investi bon, comme dans l'éducation populaire, c'est ça et elle a fait aussi un peu d'études d'histoire. Donc je te donne la parole, donc tu as 40 minutes. Donc après on va faire on donnera la parole à Éric, qui en a pour 10-15 minutes, je crois, c'est ce qu'il a dit. Et après on vous donnera, il y aura un moment d'échange, de questions-réponses. Et on vous demandera de vous présenter ce que j'ai pas fait. Donc moi je suis Bruno Neulas, donc je suis le président de l'IHS CGT du Puy-de-Dôme. Voilà, à Carola. Merci de votre attention. Et puis je tiens à remercier aussi. Donc cette conférence va être filmée donc avec notre ami donc Jean-Louis Gesta qui est au fond de la salle, qui va la filmer. On la mettra sur YouTube. Donc pour ceux qui voudront la revoir ou qui voudront la conseiller à des personnes, des collègues, ou des amis. Et d'autre part, on tient à remercier aussi Pauline Latellerie, qui doit être là-haut, de la ville de Clermont, qui assure toute la technique, qui met en place.
Il faut que je parle. Oui, donc je remercie Pauline Latellerie, qui est la technicienne de la ville de Clermont, qui met tout en place, enfin, qui a mis les chaises, les tables, les grilles d'exposition et qui nous accueille toujours très, très bien. Voilà. La parole maintenant à Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens à signaler que je ne suis pas historienne de métier, mais je suis militante de l'éducation populaire avec les Amis du temps des cerises, les Amis du monde diplomatique et avec l'Institut d'histoire sociale de Clermont-Ferrand. Donc, je vais vous présenter la période de la CGT pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Et comme ce n'est pas un cours, je vais essentiellement lire, je vais essayer d'aller doucement. Et tout ce que je n'aurai pas eu le temps de dire pendant cet exposé, eh bien, on aura le temps d'en discuter dans le cadre des échanges. Voilà. Donc, Benoît Frachon, au 26e congrès de la CGT en avril 1946 à Nantes, propose l'image d'une CGT qui, après les divisions de 1939-1940, les épreuves de la clandestinité, la réunification, les luttes pour la libération, gonflée par les conquêtes ouvrières, atteint l'apogée de sa force. Cette histoire reste l'histoire de la CGT jusqu'à la chute de l'ex-URSS en 1991. Parce que tout simplement, pendant l'occupation nazie, les archives de la CGT avaient été transférées à Berlin et ensuite, en 1945, elles avaient été transférées à Moscou. Ce n'est qu'après la chute de l'ex-URSS qu'elles sont revenues en France. Ce qui fait que, si vous voulez, vous avez plusieurs générations d'historiens qui ont travaillé sur cette période, et bien évidemment, les points de vue, plus qu'ils ne se contredisent, se complètent. Et donc moi, mon travail, je l'ai appuyé surtout sur la dernière génération d'historiens qui a donc travaillé à partir des archives réhabilitées de 1991, qui sont à la Confédération. Alors la CGT de 1945 n'est pas celle de 1939. Il faut considérer qu'à chacune de ces dates, l'important n'est pas la réalité statistique, mais l'image retenue dans l'opinion. Les effectifs lors du congrès de 1946 ne sont pas supérieurs à ceux du congrès de 1938. Il faut savoir qu'il y a eu des recherches avec des regards croisés à partir du nombre de cartes payées, à partir de recherches statistiques très très précises, et il s'avère qu'il y avait légèrement moins d'effectifs en 1946 à la CGT qu'en 1939. Mais par contre, l'aura de la CGT et son rayonnement ont été accrus du fait de sa présence dans les instances de la libération, tant nationale que locale, et par ailleurs de l'élection de certains de ses membres dans les municipalités de 1945. Donc en 1939, nous avons deux contextes. Nous avons un contexte géographique. La CGT de la Libération ne ressemble pas à la CGT du Front populaire. En 1938, la France du Nord est puissamment syndiquée. La géographie du syndicalisme porte dès 1939 les cicatrices de la guerre. En zone nord occupée, la répression plus intense, le contrôle allemand de l'économie génère une forte désindustrialisation et fait disparaître cette zone de force syndicale. En zone sud non occupée, la résistance semble avoir favorisé la syndicalisation et les bastions syndicaux ont mieux résisté. Par ailleurs, il y a également un changement sociologique. La CGT des années 1930 est dominée par les fédérations d'ouvriers à statut et de fonctionnaires. La CGT du Front populaire est dominée par les ouvriers dits purs du secteur productif privé, métaux, chimie, textile, bâtiments. La CGT de la Libération se décompose en 44% d'ouvriers purs, 33% de fonctionnaires et d'employés et 25% d'ouvriers à statut. L'idée que la CGT bénéficie en 1945 de l'héritage de la libération, s'est imposée. Pour autant, la diversité des stratégies et des attitudes mises en œuvre, depuis les organes de direction jusqu'à la base, génère un partage de la CGT entre confédérés et unitaires. Les confédérés étant essentiellement des membres de la SFIO et des populations non communistes. Les unitaires étant pour eux très très proches du PCF, voire pour l'essentiel membres du PCF, qui était un tout jeune parti communiste, puisqu'il date de 1920. Donc, depuis les organes de direction jusqu'à la base, génère un partage de la CGT entre confédérés,
et unitaire, entre légalisme, opposition, entrée en résistance, voire attentisme à l'image d'une partie de la population. L'éclatement des positions est alimenté par l'entrée en guerre, le pacte germano-soviétique, le changement de régime, ainsi que par les contradictions de la fin de la Troisième République. Par la force des choses, c'est une période extrêmement troublée. Comme je vous l'ai dit, géographiquement, les situations ne sont pas les mêmes et sociologiquement, la CGT ne se compose plus des mêmes personnes. Par la force des choses, les responsabilités sont diluées, les initiatives multiples, la sécurité minimale de toute activité syndicale exige cloisonnement et dispersion. Zone sud, zone nord, entre les deux zones, celle de l'intérieur, celle de Londres, puis d'Alger, sans compter les actes isolés de résistance. Cet éclatement consacre la fin de l'expérience du Front populaire, soutenu par le patronat, la République en guerre, puis l'État français. Puisqu'au Front populaire, si vous voulez, il y avait quand même une augmentation de 410% des effectifs de la CGT au moment du Front populaire, voire dans certains secteurs, dans le secteur privé, de presque 1000%. Donc vous voyez, la composition de la CGT, à ce moment-là, n'était plus exactement la même. Donc cet épisode complexe est largement occulté par le mythe de la résistance et le volet social de la résistance est resté longtemps ignoré. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, eh bien en fait, les premiers historiens de cette période, eh bien ils expliquaient, ben voilà, la CGT a été résistante. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, elle a été pour une partie aussi collaborationniste. Alors à l'automne 1938, lors de la réunification de la CGT, entre la CGT à dominante socialiste et non communiste, et de la CGTU à dominante communiste, les victoires de 1936 sont déjà de lointains souvenirs. Après 15 ans de division syndicale, en 1936, au congrès de Toulouse, les divergences sont seulement mises de côté, subordonnées aux exigences de la conjoncture, pour 3 ans jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique. La scission de 1939 est marquée par l'empreinte de la guerre. La matrice antifasciste de 1936 fait face à la montée des tensions extérieures. Guerre d'Espagne, Anschluss, crise des Sudètes. La confrontation pacifisme-antifascisme mine le rassemblement populaire et s'instaure au sein du syndicat en accentuant la lutte des tendances au sein de la CGT. Rappelez-vous, enfin bon, aucun d'entre nous n'était né à ce moment-là, il faut savoir que dans la période d'entre-deux-guerres, ce sont les poilus de la Première Guerre mondiale et leurs enfants qui vivent ces moments-là. Donc forcément, la question du pacifisme était très très ancrée. Donc tout ce qui se passait dans la société se passait forcément dans les partis politiques et également dans la CGT, qui était quand même une organisation ouvrière très très forte. La minorité pacifiste, regroupée derrière Belin. Belin, donc, c'est un confédéré. Et on aura l'occasion de voir dans la suite de l'exposé qui était vraiment ce personnage. S'exprime à travers son journal Syndicat et les unitaires, donc proches du Parti communiste, au nom de l'antifascisme, s'opposent à la non-intervention en Espagne et aux accords de Munich. Entre l'antifascisme pouvant passer par les armes, Brigade internationale en Espagne, et le pacifisme, plutôt la servitude que la guerre, la cohabitation devient impossible entre les deux tendances. Et cette cohabitation, malgré la répression énorme qui a eu lieu entre donc la dernière année d'existence de la Troisième République et les premiers mois du régime de Vichy, d'août 1939 à septembre 1940, n'a pas pour autant réunifié les deux grandes tendances de la CGT. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y en avait 3. Mais bon, les deux plus importantes, qui étaient donc à couteau tiré jusqu'en 1943, c'était donc les confédérés et les unitaires. Donc nous voilà en 1939. Du point de vue social, la pose de Daladier, c'est décret misère, l'inflation, rogne les augmentations salariales obtenues lors des accords de Matignon en 1936. Quand Daladier supprime, entre autres, la semaine de 40 heures, la CGT déclenche une grève générale le 30 novembre 1938. 800 000 ouvriers sont licenciés. 1731 procédures sont engagées pour entrave à la liberté du travail. 806 peines de prison ferme sont requises.
Le mouvement syndical est décapité par le gouvernement et le patronat. Début 1939, 15 000 responsables CGT sont sans emploi. De 4 millions d'adhérents, la CGT reflue momentanément à 2,5 millions. Pour autant, elle garde son caractère de masse, mais la ruée syndicale est stoppée et la combativité ouvrière s'est émoussée. Le congrès de Nantes de 1938 est unanime contre les mesures du gouvernement Daladier, mais se déchire sur l'attitude à observer au regard de la situation internationale. Il faut que vous compreniez, les unitaires sont très très proches du Parti communiste. Donc vous avez d'abord les accords de Munich, ils sont contre les accords de Munich, les autres sont plutôt pour. Et sur la question du pacte germano-soviétique, on y vient. Donc là, il y a vraiment eu une crise majeure. Donc l'opposition entre les deux tendances subsiste après le congrès de Nantes, s'exacerbe au fil des événements avant et pendant la guerre, et cette opposition va amener les uns à accepter la charte du travail de Vichy derrière Pétain, et d'autres à se retrouver dans la résistance contre la charte du travail de Vichy. Mais la première résistance qu'il y a eu de la part de la CGT à ce moment-là, c'était le combat pour sa survie. Parce que, comme je viens de vous le dire, des milliers de syndicalistes licenciés, sans emploi, et donc la survie du syndicalisme, elle est également alimentée, vous le verrez un peu plus tard, par la guerre. Alors le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, puis l'invasion de la Pologne le 17 septembre, renversent les alliances. Des pourparlers existent en 1939 entre France, Angleterre, URSS en vue d'une alliance militaire, et le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique de non-agression Molotov-Ribbentrop est signé. Donc l'antifascisme a été le moteur de l'unité syndicale entre 1936 et 1943. Là, pour le coup, l'unité, elle est rompue. C'est-à-dire que vous aviez les pro-pacte germano-soviétique et les anti-pacte germano-soviétique. La crise au sein du Parti communiste français est majeure. Une campagne anticommuniste se traduit par la saisie de l'humanité et de la revue Ce Soir en août 1939. Les conséquences sur le syndicat. Donc, la tendance du journal Syndicat, donc des confédérés, qui donc condamne le pacte germano-soviétique, exige la condamnation du pacte par la CGT. Quand les unitaires, proches du Parti communiste, tentent d'en donner une lecture positive. Aussitôt, leur argumentation est ruinée du fait de l'intervention le 1er septembre 1939 de la Russie en Pologne. La revue Syndicat rend le pacte responsable de la guerre et exige l'exclusion des unitaires. Jouot, Cyril-Zou, afin d'éviter à la CGT les mesures gouvernementales qui se profilent contre les communistes, puisque les communistes vont être interdits. Pour les communistes et les unitaires, le choc est rude, c'est-à-dire en quelques mois, eh bien, ils défendent un pacte germano-soviétique, et encore, c'était très complexe, y compris en leur sein, et brutalement, donc, invasion de la Pologne. Donc, le secrétaire confédéral de la CGT, membre du PCF, écrit « L'Europe ne sera pas hitlérienne, proclame la mobilisation de tous les travailleurs contre l'ennemi ». Le 14 septembre de la même année, 4 fédérations syndicales où le PCF est majoritaire proposent au ministre du Travail, Pomaré, d'instaurer dans toutes les usines et les ateliers les 3-8 pour la durée de la guerre en faveur de la production d'armement. Les responsables syndicaux suspendent les revendications sociales, s'interdisent toute action préjudiciable à l'effort de guerre. Et donc, de nombreux responsables syndicaux, dont notamment celui de la Seine, s'insurgent, enfin, expliquent qu'il faut faire l'effort de guerre. Alors donc, comme on le voit, le pacte germano-soviétique, déjà, il a accentué la césure entre les deux fractions de cette CGT. La guerre, quant à elle, a raison de l'unité syndicale. La France entre en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. Des appels à refuser la guerre, à exiger la paix, sont diffusés par des militants de la SFIO, donc du syndicat social-démocrate, enfin du Parti social-démocrate, des syndicalistes, et pourtant, autant chez les confédérés que chez les unitaires, tout n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'en fait, selon la région, selon l'entreprise où sont les syndicalistes, eh bien rien n'était homogène. Par contre, le 18 septembre suivant, le bureau de la CGT
déclare qu'il n'y a plus de collaboration possible avec ceux qui n'ont pas voulu condamner le pacte germano-soviétique, prélude à l'agression contre la Pologne. Donc c'est un point de vue de ce moment-là. Je tiens à vous rappeler qu'un historien n'est pas là pour juger, il est là pour reprendre les faits et éventuellement pour les comparer ou les confronter avec d'autres historiens et d'autres interprétations. Donc, la CGT entre dans la guerre et en même temps dans une nouvelle scission, qui ne dit pas son nom, mais qui de fait est une scission, d'autant que les militants et les organisations récalcitrantes sont exclus, alors même que 620 syndicats, fédérations ou unions sont dissous en vertu du décret du 26 septembre relatif à l'interdiction du PCF et l'organisation qui s'y rattache. Donc les unitaires étant très très proches du PCF, de facto, ils sont mis en danger. Le texte est ratifié par le Bureau confédéral, donc le 25 septembre, par 24 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. Les communistes sont mis au banc du mouvement ouvrier et sont l'objet d'une répression féroce. En 1939, mais vous allez voir, il y a énormément d'évolutions, des allées et des retours. En 1939, si le poids du communisme pèse dans le processus scissionniste avec l'alignement des unitaires sur la politique soviétique, la lutte de pouvoir et d'influence au sein de l'organisation permet à l'aile droite de la CGT d'obtenir la séparation. Parce qu'il faut reconnaître ce qui est, c'est qu'en fait les confédérés, c'est l'aile droite de la CGT. Donc la première phase de l'entrée en guerre et du gouvernement de Vichy, c'est d'abord la lutte pour la survie du syndicalisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des syndicats qui se sont réunis à Toulouse et qui disent, ben voilà, on est en danger, on veut se défendre. Difficile réorganisation de ce syndicat. Le manque temporaire de militants mobilisés par la guerre. Plus d'1 million d'ouvriers sont appelés ou affectés spéciaux. Se combine avec l'exclusion des communistes et apparentés. La CGT voit ses militants dispersés entre le front et les usines d'armement et se prive d'une partie de ses cadres exclus. Pour autant, elle reste l'organisation ouvrière la plus importante, malgré la lutte de pouvoir et d'influence qui perdure depuis 1938. C'est là que les unitaires commencent à reprendre à pied, y compris en parallèle du bureau confédéral. Les unitaires maintiennent leur influence dans une semi-légalité jusqu'à fin 1939, malgré, au sein de la CGT, une réelle épuration. La stratégie de l'entrisme ou du maintien n'est que peu acceptée par les unitaires eux-mêmes. On y viendra plus tard. Tout devient difficile avec le décret Sérol d'avril 1940 qui permet de condamner à mort les auteurs de menées communistes. Nombre de responsables fédéraux sont arrêtés, mobilisés quand ils ne font pas défection. On n'est pas là pour juger, il peut y avoir des responsables syndicaux qui se sont dit tout ça c'est trop dangereux, je rentre à ma maison. Donc les unitaires, leur travail, ils ont rappelé le passé récent de la CGT et les victoires du Front populaire. Ils ont enjoint les ouvriers à rétablir leur puissance en recréant l'unité par la constitution de comités pour l'indépendance et en luttant pour la hausse des salaires. Ces comités développent une activité parallèle clandestine, ce qui ne plaît pas du tout au bureau de la Confédération. Début 1940, les unitaires disparaissent dans les industries dispersées de province et subsistent dans les zones de forte concentration industrielle. Et là, par contre, il y a une vraie bagarre entre les deux groupes de la CGT, puisqu'en fait, ce sont des bastions, et c'est à celui qui gardera le bastion. Donc la CGT semble faire place à une organisation occulte où les unitaires reprennent de l'ascendant. Ils sont vus comme pôle d'opposition contre la nouvelle législation sociale. Mais la crainte de la répression empêche les manifestations, la grève, et c'est juste la presse clandestine des unitaires qui attise le mécontentement social, incite à l'absentéisme, à ralentir la production selon à salaire diminué, travail diminué, à se blesser, voire à saboter. Quant à la CGT confédérale collaborationniste, elle est absolument incapable de freiner la détérioration des conditions de travail dans une économie de guerre et dans le cadre d'un durcissement des rapports sociaux. Donc on s'aperçoit qu'en fait, que ce soit les uns qui sont dans une semi-clandestinité ou que ce soit les autres qui sont pour partie adeptes de la charte du travail et donc du gouvernement de Vichy, eh bien en fait, il y a une véritable inefficacité syndicale. Donc il y a un certain nombre
d'accords qui sont signés, excusez-moi, en octobre 1939, de collaboration confiante entre patronat, syndicats et gouvernement, mais en fait, ça ne marche absolument pas. Et il y a une seule avancée parmi toutes les mesures antisociales qui sont prises, c'est qu'en avril 1940, le travail des femmes et des enfants est réduit à 50 heures. C'est la seule avancée sociale. Tout le reste, ça a été, tous les accords de Matignon ont été mis de côté. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, le décret du 10 novembre 1939, donc maintient les conventions collectives et les délégués ouvriers, qui sont non pas élus, mais désignés, puisque le patronat avait peur d'une surreprésentation de la CGT, et donc il a privilégié les candidats des amicales. De même, la répression patronale anti-CGT freine les candidatures, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas trop envie d'être candidat dans ce cadre. Les grèves, elles sont très peu nombreuses puisque la vie est très chère, les salaires bas et il y a un nouveau prélèvement de contribution au fonds de solidarité. Et l'accord CGT patronat du 24 mai 1940 pour développer les collaborations nécessaires n'est pas réalisé car la France s'est défaite quelques jours après. La CGT est considérée impuissante et délaissée par les ouvriers. Les unitaires s'opposent à cette collaboration de classe. La lutte est fratricide, d'autant que les confédérés comme les unitaires sont présents dans les gros bastions. Donc vous voyez, vous avez les unitaires qui sont dans une quasi-clandestinité, qui luttent d'une part contre la Confédération et d'autre part pour les droits sociaux dans les entreprises. L'heure du choix. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain. L'État français remplace la Troisième République. René Belin, ancien cadre CGT des PTT, si je ne m'abuse, donc membre des Confédérés, devient ministre de la Production industrielle et du Travail en juillet 1940 sous le gouvernement de Vichy. Donc vous voyez, ça suscite quand même de forts remous dans la CGT. Bon, les unitaires, eux, on sait que de toute façon, ils sont contre la charte du travail, contre Pétain, mais y compris parmi les confédérés, ça pose vraiment un problème. Les responsables de 24 fédérations et de 28 unions départementales réunies à Toulouse, démoralisés, veulent sauver le syndicat. Les statuts sont modifiés. L'allusion à la lutte des classes est supprimée. Les articles relatifs à la grève sont supprimés. La conception syndicale s'aligne sur les thèses de Vichy. Les confédérés, majoritaires dans les instances nationales du syndicat, sont favorables à l'armistice et envisagent une entente avec le nouveau régime. Le point de rupture entre confédérés et unitaires porte sur le principe de collaboration, syndicat, patronat, État. Les unitaires font porter sur le bureau national le déclin confédéral. Là, la rupture est consommée. Je veux dire, c'était assez insupportable. Après, notre fameux Belin, puisqu'on appelait ses partisans les belinistes, notre fameux Belin, donc ex-CGT confédéré, ministre du Travail et de l'Industrie sous Pétain, donc signe quand même le décret de dissolution des confédérations patronales et syndicales le 9 novembre 1940, et ce décret, donc, il est publié. L'organisation confédérale est dans l'impossibilité de fonctionner en zone sud. Et il semble, alors j'ai trouvé quelque part, mais bon, j'ai pas réussi à le recouper avec d'autres éléments, qu'une première manifestation publique de la résistance a eu lieu le 11 novembre 1940 avec l'Union des étudiants de France qui défile sur les Champs-Élysées. Voilà. Mais j'ai pas réussi à trouver d'autres historiens qui en parlent. Donc j'ai juste ma référence d'historien. Les unitaires. Donc les unitaires, comme vous le savez, donc minoritaires, en situation de quasi-clandestinité, contactent la CFTC. La CFTC donc, est un syndicat qui a été créé en 1919 et signe avec la CFTC le manifeste des 12, 9 CGT et 3 CFTC, qui ne s'opposent pas frontalement à Vichy, mais rejettent l'antisémitisme, le racisme, les poursuites pour délit d'opinion. Ce texte n'appelle pas explicitement à la résistance, tout en se démarquant en zone nord à la collaboration, en zone sud aux légaux ralliés à Pétain, puis à la charte du travail. Donc vous voyez, on a vraiment deux zones et on a deux façons de travailler syndicalement différentes. Après de moultes épisodes, dont de nombreuses arrestations, les unitaires tentent quand même un rapprochement avec les confédérés. Mais c'est pas simple. Mais ça se fait.
Donc les actions syndicales se multiplient à travers des comités populaires. Benoît Frachon condamne les tentatives de reconstruction d'un syndicat non officiel. Donc vous voyez, c'est très 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 compliqué. Et par contre, dès l'invasion de l'URSS par les nazis, le PCF, incertain et divisé, s'engage avec résolution et massivement dans la résistance. Là, pour le coup, il a fait le pas, il s'engage massivement dans la résistance. Je vous parle beaucoup de la CGT, et de ces, parce que c'est vraiment les nouveaux historiens expliquent que ce n'était pas du tout homogène, mais parallèlement à ça, il y avait aussi beaucoup de mouvements sociaux. Et je tiens à marquer que notamment, le 27 mai 1941, la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, durement réprimée, a eu une portée historique à ce moment-là. Mais il y avait beaucoup de grèves, des fois plus importantes, des fois moins importantes, mais il y avait des grèves partout. Mais bon, elles étaient dans une situation particulière. Donc, le PCF s'engage massivement dans la résistance. Par suite, les syndicalistes unitaires, très proches du PCF aussi. Benoît Frachon impulse les luttes revendicatives. La Vie ouvrière publie moultes articles sur les salaires, la pénurie, le chômage. Entre janvier 1940 et février 1942, 230 attentats ont lieu et la répression est massive. Et je dis bien 230 attentats ont lieu, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'attentats, ça porte polémique. La résistance, tant communiste que syndicaliste, reste pour autant marginale et n'entraîne pas les masses. Elle fait peur, même aux antinazis et aux antipétinistes. La résistance non communiste à ce moment-là, ça va changer dans les années qui viennent, non communiste est dispersée et moins active. Chez les syndicalistes se retrouvent toutes les nuances de pensée, toutes les oppositions d'attitude qui séparent alors chaque couche de la population. Rien n'est homogène. Un historien dit même « le mouvement syndical est un imbroglio sous le régime de Vichy ». Belin, ministre du Travail, publie la revue Au Travail. Les ultras de Vichy publient la revue L'Atelier. D'autres collaborent directement, notamment en zone nord, avec les autorités d'occupation. Je vous parle que de la CGT. Donc vous avez vraiment ceux qui sont proches de Pétain, ceux qui collaborent directement avec les autorités d'occupation. Et quant aux opposants à Pétain, c'est une presse clandestine qui est Vie ouvrière ou Résistance ouvrière. Donc, les unitaires condamnent la charte du travail, luttent contre la relève qui déporte la main-d'œuvre en Allemagne, puis ensuite luttent avec Londres contre l'occupant. Bon, bien évidemment, donc toute cette population autour des unitaires s'engage dans la résistance et par contre, certains qui sont très menacés s'engagent dans la clandestinité. Donc, alors vous avez ces trois groupes, donc ceux qui collaborent avec les occupants, ceux qui sont avec le gouvernement de Vichy, les oppositionnels, et par contre vous avez aussi les attentistes. Et ça a toujours existé dans tous les mouvements sociaux, ça existe. Alors donc, Belin et ses amis ne sont pas inactifs, parce que si vous voulez, il est à la tête du ministère du Travail, mais parallèlement, ils veulent s'assurer de la direction des organisations que la dissolution de la CGT rend disponible. Une minorité donc, de l'ex-CGT se regroupe, les fidèles de Jouot pratiquent une politique de présence et d'opposition au régime, c'est-à-dire qu'ils restent présents dans un certain nombre de structures dites, je vais dire, quasi-pétinistes, mais ils y sont pour justement ne pas perdre pied dans toutes les structures. Et d'autres, les ex-unitaires de Frachon, alignés sur les positions du PCF, tout en condamnant la charte, pratiquent l'entrisme dans les syndicats afin de combiner activité légale et illégale. Pour autant, rien n'est figé. Donc vous voyez, vous avez ces trois grandes tendances, mais tout varie selon les branches professionnelles, selon les secteurs géographiques. Et malgré cette politique de collaboration, la mise en œuvre de la charte du travail, qui est donc la charte du travail, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait c'est le syndicat unique, apolitique et syndicat patronal. Et les seuls qui y avaient adhéré, en gros, c'était une partie des commerçants, une partie des artisans et le patronat. Voilà. C'était une destruction organisée du syndicalisme comme on le connaît. Alors donc, la mise en œuvre de la charte du travail est un échec et son seul résultat concret est la mise sur pied de comités sociaux d'entreprise qui sont de l'ordre d'environ
9000 parce que ces comités sociaux d'entreprise répondaient à la demande de mieux se nourrir et on les appelait les comités patates. Parce que tout simplement, ces comités, ils répondaient, ils jouaient un rôle social d'aide à l'alimentation des populations. Alors donc, les unitaires font des appels à la réflexion, d'information, protestation, mot d'ordre, et tout cela, ça se diffuse avec la modestie des moyens disponibles, c'est-à-dire la clandestinité, la semi-clandestinité, la zone géographique, la zone professionnelle. Il faut savoir que la loi du service du travail obligatoire en février 1943 remobilise tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà 250 000 hommes en Allemagne et l'échec des politiques de volontariat et du système de relève, ne fonctionne pas. Donc, parallèlement, vous avez la loi du STO, donc là, pour le coup, la résistance, elle est reboostée. Et suite au manifeste des 12 dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la CFTC, et de multiples contacts, en avril 1943, aux accords de Péreux, l'unité de la CGT se reconstitue dans la clandestinité et dans son engagement dans la résistance, donc avec Jouot et Frachon, c'est-à-dire les dirigeants des deux grandes fractions. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que c'est un accord verbal. Et cet accord verbal n'a été mis en écriture que lors d'une circulaire confédérale du 5 octobre 1944, et qui impose que les deux fractions en cause donnent des directives communes à leurs militants. Donc là, vous voyez, il y a un ennemi qui est caractérisé, et donc là, pour le coup, il y a un accord. Après, si vous voulez, il y a la réunion constitutive du Comité national de la résistance, autour de Jean Moulin, avec Louis Saillant pour la CGT et Gaston Tessier pour la CFTC. Il faut savoir que Louis Saillant pour la CGT est resté à la CGT, alors qu'il était parmi les confédérés et que nombre de confédérés sont passés en 1947 dans la construction de la CGT Force ouvrière. Donc vous voyez, lui, il faut le noter, parce que celui-ci, il est resté à la CGT. Donc, la CGT appelle à lutter contre le STO. Le devoir des Français est d'organiser la lutte contre les déportations et d'assurer un appui total aux réfractaires, contre la charte du travail, pour les salaires. Et donc, en janvier 1944, la CGT, forte de cette recomposition, appelle à l'accentuation de la lutte. En juin, le Conseil national de la résistance est saisi des mesures que la CGT et la CFTC veulent prendre sur le plan social à la libération. Il y a même le 18 août un appel à la grève générale. Le Conseil national de la résistance adopte le 15 mars 1944 un projet de charte de la résistance. Après, c'est là qu'on voit qu'il y a unité, mais il y a une unité face aux événements. Mais l'unité, elle ne sera pas définitive. Donc la CGT de 1944 et 1945 sort renforcée de l'aura de la résistance, notamment par les unitaires. L'accord de Péreux de 1943 permet la reconstitution de la CGT avec de nouveaux équilibres. Les unitaires capitalisent plus que les confédérés sur leur action résistante et surtout bénéficient aussi du prestige du PCF et de l'ex-URSS, enfin de l'URSS. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le PCF avait 25% de participation au Parlement, enfin d'électeurs au Parlement. Donc vous voyez, il y avait vraiment... autant on peut ne pas être d'accord avec la position historique du PCF, mais il faut reconnaître qu'à ce moment-là, le PCF, les militants du PCF et les unitaires proches du PCF dans la CGT avaient fait leur travail. Donc, elle reconstitue sa base sur la CGT se reconstitue sur la base des accords du Péreux et prend par contre des mesures d'épuration. Bon, certains sont partis d'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à faire dans les organes dirigeants de la CGT. Donc, Saillant est président momentanément du Conseil national de la résistance. Frachon y fait son entrée. La branche syndicat est sévèrement touchée pour sa participation à la charte du travail et l'affaiblissement est général pour les confédérés. C'est-à-dire qu'en fait, on le verra dans quelques instants, et bien en fait, les unitaires de minoritaires sont passés à 80% de la prise de position dans la CGT. Donc, en mars 1945, la parité des deux tendances au bureau est décidée, alors que les unitaires jusqu'à présent
y étaient minoritaires depuis 1939, les confédérés perdent des éléments influents qui s'engagent en politique et quittent leurs fonctions syndicales. La fin de la Deuxième Guerre mondiale est une période éphémère où un syndicalisme de masse, avec un syndicalisme de masse important. Donc, d'après les statisticiens de ce moment, en fait, il y a non pas, comme l'indique le site de notre association, 5 millions de syndiqués, mais plutôt 3 800 000. Donc, c'est des regards croisés sur les comptes, et ce serait à peu près 3 800 000, c'est-à-dire un tout petit peu moins qu'en 1938-1939. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes syndiqués. La CGT a joué un rôle majeur en 1945-1946, sécurité sociale, statut de la fonction publique, statut des mineurs, etc. Par contre, tout de suite après l'installation des autorités nouvelles, le PCF comme la CGT sont intégrés dans le projet national de reconstruction de l'ordre économique, bataille de la reconstruction, qui est un compromis avec une politique salariale favorable en échange de gains de productivité. Si la CGT a eu une énorme importance et un rôle majeur dans la résistance et le Conseil national de la résistance, en 1948, elle perd plus d'1,5 million d'adhérents. Elle appelait à la... Torres lui-même expliquait qu'il faut savoir arrêter une guerre. Alors donc, excusez-moi. Donc, après la disparition des autorités vichysoises, cette phase intermédiaire est très très courte. Dès l'installation des autorités nouvelles, la CGT joue le jeu de la modération pour la bataille de la production dans la phase de reconstruction du pays. Le soutien à la politique gouvernementale dans le PCF et partie prenante se mesure par les nationalisations de 1945. Tout n'est pas négatif à ce moment-là, puisque bon, il y a eu des grandes conquêtes, et dans lesquelles la CGT a pesé de tout son poids. Mais il faut bien dire, la CGT, donc essentiellement les unitaires. Les confédérés en profitent un peu parce que pour ceux qui sont restés à la CGT, voilà. Par contre, si vous voulez, alors là, bon, j'ai repris la phrase d'un historien, donc ceux que ça intéresse, j'ai tous les noms des historiens et j'ai tout Stabilo Bossé et tout. La connivence CGT-PCF, alors bon, j'aime pas bien ce terme parce qu'en fait, si vous voulez, c'était une période où, moi je suis à la CGT, j'ai jamais été membre du Parti communiste, j'ai été membre d'une autre organisation et j'avais une orientation qui n'était pas forcément celle de ma confédération. Mais cela étant, on se battait parce que la CGT, elle permet ça. Alors donc, moi je dirais l'importance des unitaires au sein de la CGT, donc les unitaires proches du PCF, associés à la mise en minorité des confédérés, conduit les partisans de Jouhaux dès 1945 à se démarquer des unitaires par une réaffirmation de l'indépendance syndicale. Et donc là je m'arrête là, parce que tout simplement, en avril 1946, le congrès de la CGT consacre la victoire des unitaires avec 80% des mandats. Donc de minoritaires en 1939, de quasi-clandestins jusqu'en 1943, en fait, du fait de leur place dans la résistance, pour la survie du syndicat, eh bien, ils sont passés majoritaires. Donc la CGT devient plus revendicative, sans toutefois rompre avec la bataille de la production. Le blocage des prix et des salaires du gouvernement Blum est soutenu par les confédérés et dénoncé par les unitaires. La confrontation éclate lors d'un conseil national de la CGT en février 1947. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous convie à regarder les livres d'histoire. Je vous remercie. Merci Carola, tu as tenu 38 minutes, c'est parfait. Donc je laisse la parole maintenant à Eric Pantou, qui va nous présenter la version, enfin les déclinaisons dans le Puy-de-Dôme. Oui, bonjour à tous, à toutes. Donc je serai alors volontairement plus rapide que Carola, qui je pense a dit l'essentiel. Alors justement mon propos permettra éventuellement d'apporter des précisions sur certaines choses. Déjà, effectivement, il faut dire que l'histoire dont on parle, effectivement, c'est une histoire qui est commune à des organisations qui, après-guerre, se sont séparées. Alors, Carola a parlé de la CGT Force ouvrière, mais il ne faut aussi pas oublier les enseignants qui ont
au lendemain de la guerre, au moment de la scission, ont refusé la scission et ont créé la Fédération de l'Éducation nationale, qui a été une fédération extrêmement puissante jusqu'à sa destruction en 1991, là encore liée à une division entre courants politiques. Alors, au niveau du Puy-de-Dôme, il y a un certain nombre de caractéristiques, je vais donner quelques éléments. Déjà, rappeler qu'au sortir au septembre 1939, la situation elle est extrêmement dramatique, puisque le mouvement ouvrier est dans un profond désarroi pour plusieurs raisons. Évidemment, déjà parce que c'est le déclenchement de la guerre avec Hitler, et donc l'inquiétude évidemment par rapport à ce que ça signifie, en particulier pour le mouvement ouvrier et les conquêtes ouvrières récentes. Mais cette menace de guerre, elle est d'ores et déjà aussi, elle se traduit aussi par une répression patronale. Alors Carola l'a évoqué, dans le Puy-de-Dôme, ce sont sans doute au moins plus de 150 ouvriers qui ont été licenciés, je pense. Je parle uniquement de chez Michelin. Et quand on pense aux gens licenciés, ce sont exclusivement des syndicalistes et aussi évidemment des syndicalistes. Donc voilà, la répression elle est là. Évidemment, il y a la répression étatique aussi, c'est-à-dire que les militants qui, eux, ne sont pas mobilisés, hein, parce que quand même, l'essentiel, ce sont des militants qui étaient mobilisés qui sont partis à la guerre, et qui, pour certains, donc, ne reviendront pas avant juin-juillet 40. Pour les autres, ils sont d'ores et déjà identifiés par la police de Daladier. On ne parle pas ici de Pétain, on parle de Daladier. Et vont être soit assignés à résidence, soit carrément internés. Certains sont internés donc, dès la fin de l'année 40, de 39, dès début 40, internés aussi bien dans des camps en France que même certains sont déportés en Algérie, hein, et ils le resteront certains jusqu'en 44. Hein. Même quand les Américains vont débarquer en 1943, ils garderont un certain nombre de ces militants communistes en prison, ou en tout cas en Algérie, pendant des mois, avant qu'ils puissent revenir en France. Je pense notamment au père de notre camarade de Rion, dont on a fait la biographie dans notre dernier numéro, c'est-à-dire Georges Favard. Voilà, son père a été déporté en Algérie. La division entre unitaires et confédérés dont a parlé Carola, elle est évidemment très forte. Elle était déjà forte dans les mois précédents. Elle est renforcée donc au moment de la guerre par la déclaration, le pacte germano-soviétique. Effectivement, quand on a un pacte germano-soviétique qui est signé avec l'ennemi, Hitler, qui a été l'ennemi, je dirais, qui a été la force du combat des militants communistes et donc unitaires sur ces dernières années, ça a été le combat contre l'antifascisme. Et quand évidemment votre organisation politique signe un accord avec l'ennemi fasciste, eh bien évidemment le désarroi il est très profond. Quand par ailleurs Molotov, quelques mois après la victoire des troupes allemandes, écrase l'armée française et que Molotov envoie un télégramme de félicitations à Ribbentrop, là encore le désarroi il est profond. Et quand il y a même une tentative de rendre de nouveau l'humanité légale, et bien là encore le désarroi est profond. Et cette volonté de rendre légale l'humanité qui avait été donc dissoute, le journal dissous, n'était pas le fait d'un seul individu, une brebis galeuse comme certains ont essayé de le croire, c'était une directive de l'internationale communiste, puisque la même démarche a été entamée au même moment en Belgique. Et alors très rapidement l'internationale communiste a reculé par rapport à cette initiative malheureuse, mais voilà, l'effet était là et donc évidemment le désarroi était profond chez les militants communistes. Je dirais qu'il était presque aussi profond chez les militants socialistes, parce que même si leur organisation n'avait pas soutenu le pacte germano-soviétique, bien au contraire, eh bien, les députés socialistes, en l'occurrence du Puy-de-Dôme, sur 6 députés, il y en avait un qui était à la guerre, mais les 5 autres ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc là encore, les militants socialistes de la CGT sont dans un profond désarroi par rapport au soutien au régime de Pétain.
Voilà. Donc la situation aboutit à ce que donc, la CGT, les syndicats considérés comme syndicats communistes, en particulier la CGT Michelin, sont dissous par le gouvernement. Et donc ça entraîne évidemment d'extrêmes tensions. Les militants, les délégués sont sommés de se déclarer contre le pacte germano-soviétique, et ceux qui ne le font pas donc, sont exclus de la CGT. Parmi les exemples, Pierre Bessé, qui a été député après-guerre communiste du Puy-de-Dôme, mais qui était avant-guerre connu comme un militant surtout cégétiste, unitaire, qui était permanent secrétaire, un des co-secrétaires de l'UD en 1939, et bien comme il refuse de condamner le pacte germano-soviétique, il est évidemment immédiatement licencié de l'UD-CGT et sera arrêté peu de temps après. Alors, les trois types d'actions syndicales, donc Carola les a évoqués, c'est-à-dire à la fois la participation, ceux qui sont restés dans la CGT et qui ont de fait acté le régime de Pétain. Certains sont allés plus loin puisqu'ils sont allés au soutien ouvert aux mesures de Belin et notamment la charte du travail. Donc ceux-là, je n'ai pas envie de m'étaler dessus, même si effectivement ils représentent une partie très minoritaire quand même de la CGT. Alors Carola évoquait les confédérés. En fait, les confédérés ils se divisaient, je dirais, en deux, c'est-à-dire qu'il y avait un courant extrêmement hostile au Parti communiste qui était donc dans une tendance qui s'appelait syndicat, qui était dirigée par Belin, et l'autre tendance qui était majoritaire quand même chez les confédérés, qui était dirigée par Jouot, le secrétaire historique depuis avant 1914 de Jouot, de la CGT. Ce courant était, je dirais, était plus prudent et il est resté, mais a pendant quelques temps donc effectivement soutenu la présence des militants CGT au sein des instances qui étaient maintenues après l'arrivée de Pétain. Et puis la troisième tendance, c'est ceux qui ont quitté la CGT, qui en ont été exclus et qui appellent à l'action clandestine. Et je dirais que là, je ne vais pas être très long là-dessus parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le politique a pris le dessus très largement sur le syndical. C'est-à-dire que tous les militants cadres de la CGT qui étaient à peu près tous, je parle des cadres qui étaient encartés dans une organisation politique, qu'elle soit socialiste ou communiste, eh bien, dès les premiers jours de la guerre, c'est le politique qui a prévalu, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à disposition de leur parti politique pour agir dans les intérêts de leur organisation politique et non pas dans l'intérêt d'une organisation syndicale qui était de fait liquidée. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, parmi ceux qui ont joué le double jeu, eh bien, je vais évoquer rapidement Raymond Perrier, qui était secrétaire de l'UD-CGT depuis 1937, qui est resté jusqu'en 1942, et qui donc, lui, au retour de la mobilisation en juin 40, eh bien, accepte de rester dans les instances créées par Pétain. Il va même accepter de siéger au conseil municipal de Clermont, qui ne s'appelait plus conseil municipal, puisqu'il avait été dissous par Pétain, et c'est dans les grandes villes, c'est Pétain lui-même, le préfet lui-même, qui désignait les représentants devant siéger dans ces conseils. Et donc Perrier a accepté de représenter les ouvriers au sein de ce conseil. Donc voilà, il a accepté de siéger dans un organisme pétainiste. De la même façon, Perrier a accepté à signer un éditorial dans le journal qu'a évoqué Carola, qui s'appelait Au Travail, qui était donc le journal de soutien à Belin, au courant soutenant le ministre du Travail. Et il a notamment signé un éditorial qu'on lui a rappelé après-guerre. Le titre de cet éditorial, c'était « Collaborons ». Et dans cet éditorial, il se prononçait pour la collaboration, en gros, entre patrons et ouvriers. Voilà, donc tout ça fait qu'on pourrait se dire que ce monsieur Perrier n'est pas quelqu'un de très louable. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au même moment où il écrivait ça, eh bien, Perrier était parmi les premiers à rentrer dans la résistance, dans Libération Sud, qui était un des trois grands mouvements de libération qui s'est créé avec Front Tireur et Combat. Eh bien, je parle des trois grands mouvements hors communistes, puisqu'il y a eu à partir de 1941 le Front National, puis les FTP. Eh bien, il a été un des premiers à rentrer dans Libération Sud, qui a été créé d'ailleurs à Clermont-Ferrand.
Et il a été lui-même aussi à l'origine de la création d'une organisation qui s'appelait le Mouvement ouvrier français, je crois en février 1942, qui se voulait l'expression justement syndicale dans la résistance. Donc vous voyez, et dès 1941, en fait, les archives de la police disent que Perrier est dans la résistance et dans la résistance au régime de Pétain. Et pourtant, il le reste jusqu'en novembre 1941 à la tête de la CGT dans le Puy-de-Dôme. Et c'est voilà, parce qu'il refuse de participer à une manifestation en présence de Pétain, de représentants de l'État, etc., qu'il est obligé de passer dans la clandestinité. Et à ce moment-là, il penche complètement après dans l'organisation de la résistance, y compris dans la résistance armée, et il sera quelqu'un d'important dans la résistance. Voilà, donc pour vous montrer, effectivement, Carola a expliqué la complexité des choses. Effectivement, les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on pourrait le dire. Alors, voilà, rapidement, je vais évoquer les différentes formes d'action syndicale. Donc, elles n'ont pas été, je dirais, très marquantes dans le Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'il y a des départements comme l'Allier, par exemple, où il y a eu des manifestations massive pour interdire le départ d'un train avec des jeunes partant en STO. Eh bien, dans le Puy-de-Dôme, il n'y a pas eu d'initiative comme ça. C'était fait aussi dans la Loire. Il y a eu des grèves. Carola a évoqué des grandes grèves. Évidemment, la grève des mineurs, elle a été d'autant plus retentissante qu'elle a eu un impact, évidemment, sur l'économie d'armement allemande, l'économie allemande, mais surtout, elle a été durement réprimée. C'est des centaines de militants qui ont été arrêtés, des centaines qui ont été déportés, et des dizaines et des dizaines qui sont morts. Donc évidemment, cette grève, elle a été très très marquante. En l'occurrence, dans le Puy-de-Dôme, il n'y a pas eu de grève comme ça, et d'ailleurs, c'était, je dirais, dans la majorité des départements, il n'y a pas eu des grèves comme celle-ci. Il y a eu vraiment des grèves, je dirais, symboliques, c'est-à-dire des arrêts de travail pendant un quart d'heure, des arrêts de travail contre les problèmes de ravitaillement, contre la charte du travail, évidemment, contre le STO. Je dirais les appels à la mobilisation se multiplient à partir effectivement de 1943 et la mise en place du STO qui a amené les jeunes soit à rejoindre le maquis, soit à fuir dans les campagnes. Et donc là, il y a eu une forte mobilisation et qui a nourri la résistance armée. L'action, je dirais, syndicale, elle s'est traduite surtout par de la propagande, des tracts, des journaux, par l'incitation à élaborer des revendications. Là, on est plutôt à partir de 42, 43. Dès 44, le syndicat Michelin, dès mars 44, le syndicat Michelin CGT est reçu par le patron. Vous voyez, on est en pleine guerre avec les Allemands présents. Malgré tout, la CGT a réussi à se reconstituer et elle est même reconnue puisque le patron accepte de les recevoir, ce qui est quand même assez surprenant pour un patron qui, y compris avant-guerre, avait du mal à recevoir les syndicats. Voilà. Donc la participation de la CGT aussi, évidemment, elle se symbolise, elle se manifeste par la participation au comité départemental de libération aux côtés des organisations de la résistance armée. Et donc la CGT a été reconnue en tant que telle, comme organisation représentative, et donc qui effectivement lui a donné légitimité pour participer aux différents projets qui ont reconstitué la société après-guerre. Voilà, je ne détaille pas sur cette période qu'on a pu aborder dans d'autres conférences. Alors, je regarde s'il y a des choses qui me semblent importantes que j'ai oublié de vous dire. Les accords du Péreux datent du 17 avril 1943, comme l'a dit Carola, au niveau national. Dans le Puy-de-Dôme, c'est seulement en avril 1944 que l'union est actée, mais de fait, en fait, jusqu'à l'été, il n'y a pas de réunion en fait, entre socialistes et communistes. Donc chacun agit de son côté, et donc ça nuit aussi au fait que la CGT puisse avoir une expression unique et donc peser en tant que telle. Et donc là encore, jusqu'à la fin de la guerre, ce sont les organisations politiques, les FTP, les mouvements unis de la résistance, qui sont en réalité les principales organisations qui s'adressent ou le Parti communiste, qui s'adresse aux masses, et en particulier aux travailleurs.
Alors évidemment, ça ne retire rien au fait que les militants de la CGT, et ils étaient nombreux, ils étaient 40 000 dans le Puy-de-Dôme avant-guerre, ont été massivement investis dans la résistance armée. Vous le savez sans doute, c'est quand même d'abord et avant tout le mouvement ouvrier français qui a été à l'origine des organisations de la résistance et qui en ont payé le prix le plus cher. Je vais conclure évidemment sur cette question. Alors, sur la répression, eh bien, la répression, elle a été extrêmement forte. Alors moi, je me suis limité au Puy-de-Dôme, j'aurais pu prendre à l'échelle de l'Auvergne. Alors, à l'échelle du pays, il faut savoir qu'on n'a pas de chiffres précis sur le nombre de militants cégétistes tués. Alors moi j'ai mené ce travail depuis plusieurs années. Je mène un travail sur les morts ce qu'on appelle les fusillés, les exécutés sommaires, les morts au combat en Auvergne. Donc voilà, j'ai essayé de déterminer ce qu'était de la CGT, et puis j'ai essayé de déterminer aussi, depuis quelques semaines, j'ai mené un travail sur la déportation, et donc j'arrive à un chiffre de 203 tués de la CGT. Donc vous voyez, là, à peu près avec un équilibre entre, c'est-à-dire ceux morts en déportation, 97, et ceux qui sont morts sur le territoire français, et en particulier donc, dans le Puy-de-Dôme, 105. Voilà. Donc on le voit, il y a un très fort investissement des ouvriers dans l'action armée. Vous le voyez aussi à travers les chiffres en bas, 46 tués du syndicat CGT des caoutchoutiers, 40 métallos. Les métallos étaient à l'avant-garde de l'engagement de la résistance, et 16 mineurs, voilà, parmi les professions les plus impliquées. La répression, donc, elle a touché, il faut bien comprendre que la répression, elle était aussi bien le fait de la police française que la police allemande. La plupart, beaucoup de déportés l'ont été parce qu'ils ont été arrêtés en fait par la police française, et ensuite la police allemande les a envoyés dans des camps français, ou les a directement envoyés à Compiègne, puis en déportation. Voilà. Voilà, je crois à peu près avoir fait le tour sur ce qui... Je pense avoir tenu les délais comme Carola, donc tout va bien. Alors oui, juste je vois que les petites choses que j'avais oubliées, pour vous dire que le mouvement ouvrier était décapité en 39 et en 40 parce que, donc, bon, soit les militants étaient mobilisés, soit ils étaient réprimés. Ceux qui étaient rentrés dans la clandestinité, donc je l'ai dit, ils étaient d'abord et avant tout au service de leur parti. Et je voulais prendre deux exemples. D'abord, Robert Marchadier, la grande figure de la CGT Michelin, qui est au retour de la mobilisation. Là, lui aussi, il était parti aux armées, il revient vers le mois de juin. Il se met à disposition de son parti tout de suite, et comme il sait qu'il est très connu, évidemment, dans le Puy-de-Dôme, il avait été celui qui avait été le plus lourdement condamné suite aux grèves du 1er décembre, 31 novembre 38, qu'a évoqué Carola tout à l'heure. Il avait écopé de 18 mois de prison ferme. C'était le militant ouvrier le plus lourdement touché au niveau français. Donc c'est vous dire s'il était connu ici. Donc il s'est sauvé, il a été du côté de Châteauroux pour essayer de redresser, réorganiser le parti dans ses départements, dans plusieurs départements, et il a été arrêté donc en février 1941, et il a passé à peu près le reste de sa guerre soit en prison, soit en déportation. Donc voilà, déjà une figure importante. Et l'autre figure du syndicalisme, puis au moins que j'ai évoqué, qui est Pierre Bessé. Donc lui, Pierre Bessé, là aussi, il se remet à disposition de son parti, mais il est envoyé dans l'Ain pour reconstituer le parti dans l'Ain, en Saône-et-Loire et dans le Jura, mais il est arrêté dès le mois de mars 1941, et là encore, lui aussi, il va finir en prison à Saint-Étienne, avant de s'évader avec Marchadier en 1943. La troisième grande figure qu'on peut évoquer, c'est Verde, Henri Verde, le responsable du syndicat des produits chimiques, qui était un puissant syndicat de plus de 9000 syndiqués avant-guerre. Et bien lui, Henri Verde, il va être arrêté dès, je crois, novembre 1940, suite à la distribution de tracts autour des usines Michelin. Et ce tract, c'était un tract donc, intitulé Bibendum. C'était un tract
un nouveau journal clandestin. Et ce qui est, vous voyez, ce qui est symbolique, c'est pas un tract de la CGT Michelin, c'est un tract du Parti communiste. Voilà, c'est un tract qui donne, qui avance que je dirais, des revendications à caractère syndical. Mais c'est le parti qui prend en charge cette action syndicale, c'est pas le syndicat, parce que le syndicat, de fait, il est dissous, il est clandestin, il est divisé, et donc voilà, c'est par le biais du politique qu'on s'exprime. Voilà, 21 minutes. Merci. Donc on a des micros pour ceux qui veulent poser des questions. Donc en vous demandant de vous présenter. Vous levez la main si vous voulez intervenir. Ou si vous avez un point de vue différent. Catherine Chaparro. Je voudrais savoir comment s'est constitué cette espèce de catalogue et on a accès sur Internet et qui s'appelle Métron, je crois. Oui, je vais répondre. Oui. Ouais, je peux répondre tout de suite. Hein. Le Métron, effectivement, si vous allez sur alors ici, j'ai pas de réseau, je crois pas avoir de réseau pour vous montrer. Si vous tapez Métron, M-A-I-T-R-O-N, que vous allez sur Internet, vous tombez donc sur un dictionnaire biographique en ligne qui a plus de 220 000 notices. Il y en a, je ne sais pas, de mémoire, sur le Puy-de-Dôme, peut-être 1500, 2000, je ne sais plus. Je sais que la CGT, il y en a au moins 400, ou c'est 400 CGT Michelin, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ce sont des biographies de militants ouvriers, voilà, militants socialistes, militants communistes, militants anarchistes, militants syndicalistes, voilà, tout simplement. Et donc, il n'y a pas de... L'objectif, c'est de faire des biographies du militant le plus humble jusqu'au plus grand. Donc, en gros, on va dire de Thorez, parmi les plus connus, jusqu'au simple responsable d'une section syndicale, ici dans le Puy-de-Dôme, ou une simple section, un responsable d'une cellule ou d'une section socialiste dans un village du Puy-de-Dôme. Voilà. Et à travers le regroupement de ces biographies, eh bien, c'est justement permettre d'appréhender ce qu'a été l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc, par exemple, à travers Michelin, eh bien, si on prend moi, j'ai rédigé plusieurs centaines de biographies pour le Puy-de-Dôme, dont beaucoup sur les Michelin. Et bien, à travers les biographies successives, on permet, à travers ces biographies, de mieux appréhender ce qu'a été à la fois l'action syndicale, la répression patronale, les grèves, etc., à travers les expériences que chacun a pu vivre et avec les éléments qu'on a pu évidemment recueillir. Et pour la répression, eh bien, à travers les biographies de tous ces militants, là encore, tous ceux qui ont été tués en Auvergne, en tout cas sur le territoire de l'Auvergne, ils ont une biographie dans le dictionnaire du Métron, donc on peut mieux appréhender par qui ils ont été arrêtés, toutes les phases, c'est-à-dire perquisitionnés dès septembre 39 ou dès début 40, ensuite assignés à résidence, ensuite envoyés dans différents camps en France, et puis ensuite eh bien, envoyés en déportation par les Allemands ou fusillés pour certains. Donc voilà, j'invite évidemment chacun à consulter le Métron et éventuellement à nous apporter d'éventuelles propositions de correction, d'ajout aux notices, puisque c'est un travail qui est en cours. Bonjour, j'aurais voulu parler de cette fameuse manifestation du 11 novembre 40. Moi, il me semblait qu'elle était parfaitement documentée, parce que je crois que Daniel Tartakovsky, d'ailleurs, si mes souvenirs, et j'ai ravivé un peu, mais c'était bien une manifestation étudiante, et auquel un parti s'est rallié après, mais il me semblait qu'elle était très documentée, cette manifestation. Alors justement,
Excuse-moi Christine, et justement, toi tu te semblait qu'elle était très documentée. Moi j'ai vu très peu de choses, mais cela étant, je me suis très peu attardée sur cette question. Éventuellement, je m'y attarderai et je te répondrai. Moi, je peux répondre. Effectivement, c'est une manifestation qui est très connue. C'est une manifestation de lycéens et d'étudiants. Le Parti communiste était très impliqué dedans. Alors, je crois que c'était une manifestation à l'origine pour protester contre les sanctions prises contre un professeur qui devait être hostile, je crois, au régime allemand. Et voilà, ça a été la possibilité justement de s'exprimer. En fait, il y a eu plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants qui ont défilé, je crois que c'était sur les Champs-Élysées, il me semble. Et évidemment, les troupes allemandes sont arrivées très vite, donc il a fallu fuir. Quelques-uns ont été arrêtés et il y a eu quand même une répression forte. Mais ça a été en tout cas un élément important parce qu'il a permis à la fois de montrer, dans une période qui, je le rappelle, est une période très complexe, puisque on est dans une période où il n'y a absolument pas du tout, on est dans une période où il y a des tracts, y compris dans le Puy-de-Dôme, où on rejette, le Parti communiste rejette dos à dos les gaullistes et le régime hitlérien. Et donc il n'y a absolument pas de velléité d'opposition au régime hitlérien. Vous ne trouverez pas un mot contre Hitler dans les tracts jusqu'à l'automne 40. Et donc, voilà, cette manifestation a été quand même, en tout cas au niveau parisien, la manifestation de la volonté de jeunes d'en découdre, de s'opposer au régime allemand et à Vichy. Et donc ça a été aussi un moyen qui a permis de cristalliser des forces dans ces jeunes. Et il faut bien retenir que les premiers qui ont donné leur vie et qui ont été souvent beaucoup oubliés dans l'historiographie communiste, les jeunes FTP, les jeunes juifs qui sont rentrés dès 41 dans les FTP et qui ont été les premiers à assassiner, à tuer des Allemands ou à faire des sabotages, eh bien ce sont souvent des jeunes issus de cette génération de jeunes lycéens d'origine polonaise, d'origine juive, qui étaient dans les lycées parisiens. Voilà, donc ça a été un moment important. Juste une question. Est-ce que vous avez documenté avant et après le bombardement des usines Michelin? Quel a été le travail de tous ces résistants et des syndicalistes? Puisqu'on n'oublie pas qu'il y a eu une première partie qui a été une contribution avec le pneu, etc., et qui a été suite au refus de Michelin de communiquer les secrets de fabrication et autres. Les usines ont été bombardées pour justement éviter que les fournitures de guerre, disons. Alors oui, effectivement, moi je souhaite, Bruno l'a évoqué quand j'ai appris qu'il y avait au musée de la Résistance une exposition sur Michelin pendant la guerre, je vous avoue que le peu de cheveux qui me restent sont dressés. Et donc, avant d'aller voir, je vais aller voir l'exposition pour avoir un avis, mais en tout cas, connaissant les relations entre Clermont Métropole, qui dirige le musée, et la société Michelin, je crains de connaître le contenu de cette exposition, qui doit être tout à l'honneur de Michelin, hormis quelques brebis galeuses, évidemment, qu'ils ont trouvées. Donc moi, je vais proposer dans les semaines qui viennent à l'IHSCGT si on peut organiser au printemps prochain, ou au début de l'été, on verra une conférence sur Michelin pendant la guerre. Donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais juste pour répondre sur ça, effectivement, Michelin les usines Michelin tournaient à 80% pour l'armée allemande, en 43-44, d'accord, il faut être clair là-dessus. Michelin a refusé que ces usines soient sabotées de l'intérieur. Elle a été contactée par la direction de la Résistance et ils ont refusé. Et donc c'est sur la base de ce refus que, je suppose que les usines Michelin devaient être extrêmement bien protégées militairement. Donc organiser un sabotage de l'intérieur était sans doute compliqué, sinon ça aurait été fait par les syndicalistes et par les résistants. Et donc c'est sur la base de ce refus de Michelin que l'usine a effectivement été bombardée, et avec les conséquences qu'elle a eues sur la population civile autour d'elle. Et vous voyez,
ça c'est quelque chose qui ne doit pas être sans doute à l'exposition, mais il y a le journal clandestin des socialistes du Puy-de-Dôme qui, dans son éditorial, qualifie Michelin d'assassin, justement, pour avoir refusé le sabotage de ses usines, alors que c'était quelque chose qui avait été clairement demandé. Voilà ce que je peux répondre. Sur cette question, en fait, il faut savoir que Michelin, quand Eric et moi avions sorti... Il marche ? Excusez-moi. Sur cette question, il faut savoir que lorsque Eric et moi avions sorti le livre sur les plantations à Michelin, Michelin nous avait fermé ses archives. La semaine de la sortie de notre livre sur les plantations Michelin au Vietnam, a sorti une revue en papier glacé accompagnée avec la montagne pour dire que Michelin était beau, grand, etc. Et donc moi je suis allée voir cette exposition, j'y suis restée vraiment très longuement et je me suis dit c'est pas cette exposition qui devrait m'intéresser, ce seront les archives Michelin. Parce que si vous voulez, si vous allez au musée Michelin qui est donc derrière le stade de l'ASM, en fait c'est l'aventure Michelin. C'est l'aventure Michelin. Quand on sait aujourd'hui ce qui se passe également à Cholet et dans l'autre ville où il va y avoir des milliers de licenciements. Et c'est très dommage parce qu'en fait, si vous allez en Allemagne, que vous allez au musée Mercedes, que vous allez au musée Porsche, vous voyez le musée Mercedes, vous voyez le musée Porsche, et vous voyez aussi la position de ces entreprises au moment du régime hitlérien, de 1933 à 1945, alors qu'ici, si vous voulez, on ne voit rien. Par exemple, vous allez en Allemagne, dans n'importe quelle ville, le siège de la Gestapo, il y a un petit endroit où c'est marqué, ici, il y avait le siège de la Gestapo. À Clermont-Ferrand, face au musée de la Résistance, vous avez l'esplanade de la Résistance ou quelque chose comme ça. Or, le siège de la Gestapo, il est à côté, à l'entrée de Chamalières, il est à côté du petit monument aux morts, etc. Et rien n'y paraît. Et si vous voulez, je pense que c'est assez scandaleux. Alors je ne sais pas dans d'autres villes, puisque je connais particulièrement cette ville, mais c'est assez scandaleux que nous n'ayons pas accès, que ce soit des historiens classiques, dont c'est le métier, ou que des personnes comme nous, dont l'Institut d'histoire sociale, nous n'ayons pas accès à ces archives. Je veux dire, on n'est pas là. On n'est pas là pour faire ami-ami avec Michelin, mais on n'est pas là non plus pour dévoyer, pour inventer. Et y compris quand on a sorti notre livre sur les plantations Michelin. Donc au départ c'était juste une petite traduction de l'anglais au français. On a tout vérifié. Et Michelin n'a pas voulu... et on a tout vérifié parce qu'on n'avait pas envie d'avoir un procès avec Michelin. Mais on a tout vérifié. Et ce que je veux dire, la difficulté localement, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Si vous allez voir l'exposition, bon, Michelin était bien brave. En gros, je veux dire, il rappelle les membres de la famille qui ont été déportés, mais voilà, c'est tout ce qu'on voit. On voit un petit peu, bon, on voit bien que ça a été bombardé, mais on ne sait rien. Quand on sort de cette exposition, vous lisez tout, mot par mot, on ne sait rien à la sortie. On ne sait rien. Simplement que, bon, à la fois, il y a des membres de la famille qui ont été déportés. Excusez-moi, mais c'est toujours du coup à propos de la famille Michelin, donc Madame Michelin qui avait été déportée, et à la fin de la guerre, ce sont, paraît-il, des résistants qui sont allés la chercher, donc ils ont ramené elle et plusieurs autres personnes qui étaient déportées en même temps. Donc j'ai demandé à la directrice du musée de la Résistance qui a payé. Parce que pour y aller, il faut de bon d'essence, on ne va pas en Allemagne comme ça, libérer quelqu'un et youpla boum. Eh bien non, elle ne m'a pas répondu, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, il y a bien quelqu'un qui a payé pour que ces gens puissent aller la récupérer. Non pas que je mette en cause le fait qu'on veuille aller récupérer directement une personne, mais enfin qu'on aille jusqu'au bout. Était-ce vraiment des résistants et qui a payé? En plus, je ne vois pas où serait le mal ou de répondre à cette question, mais non. Bon, c'est vrai que l'esprit du musée de la Résistance, j'avoue que je ne suis pas vraiment en accord avec la direction. J'ai souvent eu des désaccords. Nonobstant que c'est un espace bien trop petit, Oui. avec des mises en exposition qui datent de 20 ans, qui n'ont jamais été renouvelées, enfin c'est un petit peu vieillot. Et quant à la plaque, en effet, il pourrait tout à fait y avoir une plaque qui explique où était la Gestapo, qu'on ne la mette pas devant le bâtiment, parce que bon, je comprends bien que les gens qui y habitent n'ont pas envie de se rappeler à chaque fois
qu'ils habitent là où il y avait la maison occupée par la Gestapo, mais au niveau du monument, il pourrait tout à fait y avoir une photo de cette maison en indiquant que c'était là quand même, c'est pas grand-chose. Nous pourrions le demander. Merci. Après, je partage ton point de vue, le musée est tout petit, après il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister. Mais il est petit, Vas-y Pierre. Cette discussion, c'est l'occasion aussi de saluer votre travail et de vous remercier. Parce que voilà, l'enjeu, c'est pas seulement quelque chose comme un travail académique d'historien. Ah non, hein, l'enjeu, c'est une hégémonie aussi. On utilise beaucoup ce mot maintenant, mais une représentation du monde qui est encore un enjeu politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une certaine façon de Michelin pendant la guerre et il faut se tenir sur ce terrain-là. Parce qu'avec un rassemblement national comme il est aujourd'hui et des petits groupes de nazillons qui sont dans notre ville, qui ressemblent étrangement aux tout petits groupes qui ont été, dont on a un petit peu parlé, Eric a parlé un petit peu, c'est-à-dire ceux qui dénonçaient, qui étaient des auxiliaires, et ben voilà, ça c'est un enjeu qui me semble très important, donc vraiment merci beaucoup de tenir ce front-là. Ma question, elle va un petit peu dans ce sens, alors c'est pas exactement sur Michelin, mais vous avez évoqué le fait que la répression terrible, elle est aussi passée par la police française. Les fresques sont surtout passées d'une certaine façon par la police française, dans les arrestations, etc. Donc ma question c'est, après-guerre, à la libération, est-ce que les membres de la police de Clermont qui avaient participé à ces opérations, à ce flicage, à ces arrestations, ont été arrêtés, jugés, ou est-ce que les militants de la CGT des années qui ont suivi, quand ils faisaient une manifestation, ils se faisaient taper dessus par les mecs qui avaient arrêté leurs camarades pendant la guerre? Je dirais que l'épuration, elle a été, vous le savez, je pense, elle a été pour le moins minime, à l'échelle du pays, à l'échelle locale aussi. Alors, je n'ai pas d'éléments précis sur la police clermontoise. Je sais que l'un des inspecteurs de police en 40, alors je ne sais pas jusqu'où il est resté, il a été exécuté, ce qu'on appelle l'épuration sauvage, en septembre 44 du côté de Vichy, ou non, fusillé, je ne sais plus s'il a été fusillé, non, je crois que c'est épuration sauvage. Mais sinon, non, effectivement, ils ont recyclé la police, ou même les juges qui avaient condamné à mort Marchalier, par exemple, en 41, ils étaient là après-guerre. C'est comme ça que l'appareil d'État, la bourgeoisie, a gardé, je veux dire, aussi la main sur le pouvoir. C'est bien aussi un des enjeux, alors c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais effectivement, la libération n'a pas fondamentalement changé la donne de la situation. En fait, la bourgeoisie qui avait collaboré s'est retrouvée en fait de nouveau avec les pleins pouvoirs très rapidement à travers De Gaulle, qui était quand même le plus réactionnaire des réactionnaires. Il faut quand même avoir conscience de ça. Donc donc l'épuration, par la nécessité de reconstruire l'État bourgeois, on a remis, alors hormis les préfets, qui eux, les préfets avaient été quand même, c'est ceux qui signaient notamment, je travaille en ce moment sur la déportation, donc les préfets, c'est eux qui signaient les ordres donnant la police à aller arrêter les juifs. Donc c'était quand même compliqué pour l'État, pour les gaullistes, de renommer comme préfet des gens qui avaient quand même envoyé à la mort des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Mais hormis cela,
Je veux dire, et encore, ceux-là n'ont pas été fusillés, hein, c'est des exceptions. Hormis cela, l'appareil a été remis en place. Donc voilà, ça c'est, pour moi c'est effectivement un des débats aussi, mais ça, bon, ça rejoint plutôt le débat qu'on a eu sur la libération l'année dernière. Et je voudrais simplement signaler qu'il existe un livre local sur l'épuration en Auvergne, 1944-1948 de Francis Körner. Voilà. Alors après, ce livre, il fait 160 pages. Moi, je ne le trouve pas très probant, mais cela étant, c'est de toute façon un élément de réflexion. Oui, puis, alors, il faut le savoir, mais alors, j'ai un ami qui est en train de non, c'est pas finaliser, c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, il l'a commencé il y a 10 ans, mais il fait sa thèse sur l'épuration en Auvergne. Alors, il a mon âge, donc il travaille, donc c'est difficile, quand on travaille, de finir une thèse et qu'on veut le faire bien. En tout cas, je suis convaincu qu'il y aura bientôt une thèse qui sera sans doute de très haut niveau sur l'épuration en Auvergne. Et s'il y a des gens intéressés, pour avoir des informations précises, ils peuvent passer par mon biais parce qu'on est en contact très régulièrement. Donc je pourrais tout à fait avoir des infos, par exemple, sur l'épuration effective de la police en Auvergne, si ça vous intéresse. Oui, alors, Carola, puisque tu as visité l'exposition, je ne sais pas si tu as lu qui a fondé ce musée. Non, tu n'as pas vu? Il y avait marqué Quillot, Wolf, mais pas Giscard. Et à propos, Annie Lacroix-Ris qui est venue ici plusieurs fois dans cette salle. Dans la dernière fois, c'était sur le livre Le nom de l'épuration, justement. Et elle a trouvé que le père de Giscard avait reçu la Francisque. Elle a trouvé tout ça dans les archives. Et puis vous avez oublié de dire mais que Michelin a financé la cagoule. C'est ça, c'est très important aussi. Alors, pour répondre, le fondateur en fait du musée, je ne sais pas si j'ai 3 minutes pour vous expliquer les choses. Le fondateur du musée, c'est un communiste, c'est Jean Bach. Jean Bach, c'était un militant qui n'était pas du tout connu en 40, ou avant-guerre en tout cas. Mais comme je vous l'ai dit, l'ensemble en fait, des principaux cadres du parti ont été soit arrêtés, mobilisés, déportés, fusillés, et bien en fait il a fallu se reposer sur soit des jeunes, soit des gens qui venaient de la Loire. Il y a eu beaucoup de cadres du Parti communiste qui ont repris la tête du Parti communiste dans le Puy-de-Dôme, qui venaient de la Loire, des militants, parce que bon, c'est un bastion ouvrier important. Et Jean Bach, lui, eh bien, c'était un jeune militaire, il a été arrêté dès 40, fin 40, je crois, pour 41, je ne sais plus, pour distribution de tracts. Il a été interné pendant, je crois, 2 ans. Et puis il a été libéré parce qu'il était en mauvaise santé, donc il a obtenu, alors on ne sait pas s'il a été soutenu par Bergougnan ou il avait des liens, bon, en tout cas il a pu être libéré. Et il est rapidement monté par contre dans l'appareil des FTP et il est devenu donc chef, à la fin de la guerre, il était chef départemental des FTP, donc la branche armée du Parti communiste, donc c'était quelqu'un d'important. Et il a essayé d'œuvrer pendant des décennies à créer un musée. À l'origine, ça devait se faire à Clermont-Ferrand, ça devait se faire même dans l'ancienne prison du 92, qui était la prison allemande. Donc c'était un lieu symbolique, un lieu de torture et d'internement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Quillot était en fait quelqu'un qui était profondément hostile au milieu résistant. Et donc il a freiné des cas de fer. Et une grande exposition qui devait avoir lieu sur la résistance, qui a été dirigée notamment par des militants communistes et par quelqu'un qui s'appelle Alphonse Rosier, qui était proche des communistes. Cette exposition, elle déplaisait beaucoup à Aimé Colondon, qui était le chef des mouvements unis de la résistance, le colonel Gaspard, que vous connaissez sans doute tous, la principale figure qu'on met en avant dans l'histoire de la résistance en Auvergne. Eh bien, le colonel Gaspard, cette exposition ne lui a pas plu et donc il a tout fait pour la récupérer. Des pressions énormes ont été exercées sur Rosier pour qu'il rende l'exposition qui était entreposée chez lui. On a même menacé de brûler sa maison et donc il a rendu les panneaux et devinez ce qui est arrivé. Eh bien, les panneaux entreposés avenue Julien chez Coulodon ont brûlé quelques jours après être arrivés et donc il n'y a jamais eu cette exposition qui devait avoir lieu en 68. Et à l'issue de cette exposition, devait y avoir justement la création du musée avec toutes ces pièces. Et donc, ça a été repoussé de 20 ans en fait. Ça a généré une crise majeure dans le mouvement
la résistance en Auvergne. Et donc c'est seulement 20 ans après que Jean Bach, après de multiples efforts, et avec le soutien du gaulliste Wolf, effectivement, qu'il a pu obtenir un local qu'il n'avait jamais pu obtenir à Clermont, il l'a obtenu à Chamalières, et donc il a pu monter son musée avec de briquet de broc, puisque effectivement c'était des découpages, on retrouve peut-être encore, je sais qu'il y a quelques années, il y avait les découpages encore de Jean Bach, donc des choses qui ont 40 ans, c'était des découpages, c'était totalement amateur, alors c'était tout à son honneur, mais voilà, ça montrait aussi la difficulté d'écrire cette histoire. Voilà. Alors voilà, pour te dire, alors la cagoule, bon, bah, je vais vraiment pas vous faire un discours sur la cagoule aujourd'hui. Par contre, si vous venez au mois de mai ou juin prochain et si on fait cette conférence, je vous promets que je vous parlerai de la cagoule, même si c'est pas la guerre proprement dit. Ça quand même, pour expliquer les positions des uns et des autres, c'est important d'expliquer aussi ce qu'a été l'attitude des uns et des autres avant-guerre. On pourrait parler de la cagoule, on pourrait aussi parler du soutien ouvert au fascisme par la direction Michelin dans ces entreprises italiennes. Et là, j'aurai des belles images à vous montrer qui assurément ne sont pas dans l'exposition Michelin. Ou le soutien le soutien ouvert aussi à Pétain. Là aussi, j'ai des belles photos à vous montrer que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et je tiens juste à te rappeler, Pierre, qu'en fait, on aurait voulu dire 1000 choses en plus, et que le sujet, c'était la CGT dans cette période. Bien sûr, on aurait pu aborder la question de la cagoule, mais là, nous avons un quasi-spécialiste sur cette question qui t'invitera chaque fois qu'il fera un exposé sur ce sujet. Oui, la cagoule qui a été très hostile à la CGT. Ah bah. Et puis il y a eu une émission à France Intox, dimanche, sur Marc Normand qui a été tué à Montélimar, président. Oui, tout à fait. Le ministre de l'Intérieur de Léon Blum, par ailleurs député maire de Montluçon, et qui était exécuté par la cagoule à Valence, je crois. Montélimar. Montélimar, tu as raison. Savez-vous qui était celui qui avait... Merci. Qui avait commencé dès le tout début, en 40, je crois, à imprimer des tracts sur les coteaux de Chantion, dans une petite imprimerie clandestine. Alors, en fait, il y a plusieurs groupes. Justement, Jean Bach faisait partie des premiers groupes de jeunes qui ont distribué. Il y a eu un jeune qui s'appelait Tuoc, qui a été ensuite arrêté, déporté, qui est mort, qui était un des principaux, justement. Il était à la tête, il était tout jeune. C'est un jeune militant communiste. Mais voilà, Alphonse Rosier, qui était plus âgé aussi, a fait partie des premiers. En fait, il faut bien comprendre qu'ils se sont réunis à, je dirais, à une quinzaine dans un bar vers la rue Gauthier de Dioza, ce quartier qui a été complètement détruit, maintenant, quoi, qui est en train d'être refait, là, vers rue Sainte-Claire, vers la rue du Pérou. Et voilà, c'est à l'été 40, une quinzaine seulement de militants se sont réunis. C'est comme ça que se sont reconstituées les choses. Il faut bien comprendre que la déclaration de guerre, la répression, tout le monde était dans la nature. Et quand Bessé ou Marchardier reviennent, il leur faut plusieurs jours pour renouer les contacts. Et pourtant, eux, ce sont des gens connus. Donc vous imaginez, il a fallu reconstituer les choses. Voilà. Donc c'était ce qu'on appelait des triangles, c'est-à-dire c'était des groupes de 3. Ils étaient 3 à se connaître. Un troisième en connaissait un autre, et ainsi de suite, pour éviter justement d'être complètement décimé en cas d'arrestation. Et donc c'était voilà, c'était essentiellement des jeunes qui distribuaient, qui écrivaient des slogans hostiles au régime de Pétain, puisque je le répète, les premiers mois, eh bien, ce ne sont pas des slogans hostiles au régime d'Hitler, ce sont des slogans hostiles au régime de Pétain qui vont permettre de regrouper les forces et ensuite effectivement d'être en capacité à la fin 40 et progressivement, y compris avant même l'attaque de l'Union soviétique, courant 41, avant même l'attaque sur l'Union soviétique, le Parti communiste adopte un discours plus hostile à l'égard du régime hitlérien. Mais il a fallu, je vous dis, attendre des mois. Donc voilà. Et comme je l'avais dit tout à fait au début de l'exposé, on dit bien, par la force des choses, les responsabilités sont diluées, les initiatives multiples. La sécurité minimale de toute activité syndicale exige cloisonnement et dispersion. Et quand Eric parle effectivement des triangles, c'est comme ça que ça se passait.
Donc c'était une période quand même très compliquée pour un militant. Mais plus tard, l'attentat à la grenade qui a été lancé rue Montlosier sur un groupe d'Allemands qui avait eu le cinéma, c'était aussi des jeunes de la CGT. Alors, c'était des jeunes FTP. On ne sait pas en fait exactement le nom des 3 jeunes. On sait qu'ils étaient 3. Il y a eu un livre qui a été écrit dessus qui s'appelle L'attentat de la Poterne par Vanessa Michel, qui a écrit un gros livre, qui vient de sortir d'ailleurs un nouveau livre sur Georges Mathieu, le résistant arrêté par les Allemands et qui a été retourné et qui est devenu ensuite celui qui a dirigé ce qu'on appelait la Gestapo française en fait à Clermont et qui a fait des énormes dégâts. C'est lui qui est à l'origine de la rafle de l'université de Strasbourg qui a entraîné plus de 150 arrestations et déportations. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à acheter ces ouvrages de Vanessa Michel, et qui a écrit aussi un ouvrage très intéressant sur ce qu'on appelle le milliard de la Banque de France, c'est-à-dire le vol par là encore un commando de FTP en mars 1944 d'un wagon de billets de la Banque de France qui était censé partir pour Paris et qui se représentait un vol d'à peu près d'1 milliard de francs de l'époque, qui a été le plus gros cambriolage de la guerre, hormis celui qui a été fait, je crois, en Corrèze. Mais voilà, c'était aussi un épisode important de la résistance en Auvergne. Et c'était effectivement, voilà, surtout des jeunes qui agissaient, même si, bon, si vous regardez le métro, vous avez aussi des gens plus âgés, vous avez des militants de tous âges, mais évidemment, dans les commandos, c'était plutôt des jeunes qui, eux, n'étaient pas cégétistes, parce que quand vous voyez la liste que j'ai dressée, donc dehors, que je vous invite à regarder, parce qu'il y a 4 ou 5 noms où il y a des points d'interrogation, c'est-à-dire que c'est des gens que je n'ai pas réussi à identifier. Tous les autres, oui, il y a les dates de naissance, ou quoi, les dates de naissance et de décès, le syndicat, etc. Donc si vous arrivez à identifier parmi les 4 ou 5, je suis preneur. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'en fait, quand on dit un cégétiste, un jeune qui avait 17 ou 18 ans en 1938, il n'a pas la possibilité d'entrer à la CGT, puisque la CGT, elle est dissoute. Les confédérations sont dissous à l'octobre 1940. Donc les syndicats et les UD CGT demeurent. Pétain n'a pas dissous les UD CGT ou les syndicats, mais par contre il a dissous les confédérations. Donc en fait il n'y a pas de possibilité de se syndiquer. On se syndique, les syndicats ils demeurent, mais ils n'existent plus en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, si on avait pu se syndiquer jusque dans cette période, je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de membres de la CGT. Là, ce sont vraiment des gens qui étaient cégétistes avant 1939. Donc il faut bien penser que c'est des gens qui ont au minimum, on va dire, 19 et 4, 5, 24 ans. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont été tués contre 18 et 23, 24 ans, ils n'avaient pas la possibilité d'être à la CGT, donc ils ne sont pas comptés dans ces victimes. Mais ils font partie du mouvement ouvrier quand même, pour la plupart. Sinon, pour répondre à la question sur Michelin et l'épuration, donc au musée, il y a un panneau sur l'épuration Michelin, et je vous le lis, je me contente de vous le lire. Le comportement des salariés de la manufacture pendant la Seconde Guerre mondiale est de façon plus globale similaire à celui observé dans la population française. On note un ensemble de positionnements très variables vis-à-vis de l'occupant, évoluant avec l'avancée de la guerre, de la résistance à la collaboration en passant par l'attentisme. À la Libération, un comité interprofessionnel d'épuration dans les entreprises est mis en place afin d'étudier et de sanctionner des comportements signalés par les salariés. Pour le personnel de Michelin, les comptes rendus relatent des agissements tels que expression de sentiments pro-allemands, critique des Alliés ou de la résistance, dénonciation d'actes de sabotage ou de propos anti-allemands, marché noir. L'issue de ces accusations est variable, allant de l'acquittement au licenciement en passant par le blâme avec affichage dans l'atelier, suspension sans traitement. Les cas les plus graves sont jugés par les tribunaux. Mais là, on ne parle que des salariés. On ne parle pas de la direction Michelin. Oui. Dans vos interventions, et particulièrement à la fin de la guerre, le Conseil national de la résistance, il n'est pas fait référence d'Ambroise Croizat et du rôle important du Parti communiste et de la CGT.
Je pense que là, c'est quand même un élément qu'il faut rappeler, et puis peut-être, alors on n'a pas engagé le débat, mais il y a eu quand même des sacrées avancées quand même. Je ne sais pas si tu as entendu, mais c'était dans la partie finale. Donc, la fin de la Deuxième Guerre mondiale est une période éphémère où il y a un syndicalisme de masse avec 3 800 000 syndiqués. La CGT a joué un rôle majeur en 1945-1946. Sécurité sociale, statut de la fonction publique, statut des mineurs, nationalisation, donc charbonnage, EDF, GDF. Puis la CGT est intégrée dans le projet national de reconstruction de l'ordre économique, donc dans la bataille de la reconstruction. Et la CGT a donc eu une énorme influence de par son rôle dans la résistance et le CNR. Et donc, si tu veux, la CGT, elle est bien notée quand même. Je veux dire, sans la CGT, sans cette partie de la CGT, je veux dire, il n'y aurait pas eu grand-chose de fait du point de vue des revendications salariales. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, je n'ai pas cité Ambroise Croizat, je rappelle que j'avais 38 minutes. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on n'a pas forcément eu le temps de tout dire, mais effectivement, Ambroise Croizat, la sécurité sociale, c'est incontestable. Puis, bon, le propos, c'était quand même la CGT sous l'occupation sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, on dépasse déjà un peu. Là, on est plutôt sur la dernière conférence qu'on a faite, où on a déjà eu le débat. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en tout cas, je n'ai pas voulu relancer le débat sur cette question, puisqu'on n'a pas nécessairement des appréciations identiques les uns et les autres sur ce qui pouvait se faire et ce qui s'est fait. Parce qu'apprécier ce qui a été acté comme acquis, effectivement, qui sont progressivement remis en cause, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas obtenir plus. Et je veux dire, aujourd'hui, le contexte, c'est que en 1945, la bourgeoisie, elle a repris le pouvoir. Et là encore. Et je pense, moi, que la situation, au regard de la façon dont le patronat, notamment, où les élites avaient collaboré, elle aurait nécessité une autre situation, c'est-à-dire l'expropriation du capital, tout simplement. Moi, c'est mon point de vue. Et je pense que la situation politique, elle le permettait. La classe ouvrière était à l'offensive. Elle était la seule force, en fait, la seule force capable en capacité de faire ça. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Je sais que ce n'est pas le point de vue de tout le monde, mais voilà, j'en dis pas plus. Et rappelez-vous bien le propos de Gaulle qui disait « cette période n'a pas existé ». Donc, de facto, il disait « cette période n'a pas existé, il faut reconstruire la France, on souhaitait sur cette période ». Dans ses mémoires, c'est ce qu'il dit. Hein. Cette période n'a pas existé. Or, elle a existé. Oui, Daniel Mathieu, c'est une interrogation justement par rapport à l'exposition de Michelin là, au musée de la Résistance. Alors, moi, j'avais envie d'y aller voir aussi, mais je n'y suis pas allé. Mais comme tu y as été voir, je crois, je voulais signaler qu'à la Libération, chez Michelin, il y avait dans un certain nombre d'ateliers des plaques avec le nom des salariés qui avaient été tués pendant la guerre. Moi, j'ai vécu cela parce que mon atelier, qui s'appelait VDA, qui est situé au Carme, et qui a été transféré sur la Combode. Il m'a fallu maintes interventions auprès de la direction pour que la plaque qui était dans cet atelier soit transférée dans l'autre atelier. Mais je sais que un certain nombre de plaques qui étaient dans les ateliers qui étaient au Carme et qui ont disparu, comme VR, comme Y, comme le service D, etc., je ne sais pas où elles sont passées, ces plaques. Est-ce qu'il y en a au moins une dans le cadre de l'exposition? Et d'autre part, un petit commentaire sur cette exposition. Sur cette exposition, il ne faudrait pas quand même que ça fasse oublier quand même ce qui s'est passé juste avant la guerre chez Michelin. Ça a été soulevé avec la cagoule. Alors, je terminerai sur les plaques. Alors, sur ces plaques, où
dans les ateliers où la CGT était présente, soit à des endroits, il se faisait une petite collecte pour fêter la libération, le 8 mai, le 9 mai, ou soit il y avait, le délégué prenait la parole pour faire une minute de silence. Mais il fallait qu'on ait le rapport de force. Voilà. Merci Pierre, j'ignorais l'existence de ces plaques parce que s'il y a bien, je veux dire, Michelin c'est un grand communicant, s'il y a bien quelque chose sur lequel il a quand même très peu communiqué, il n'y a jamais eu par exemple de livres, alors que Michelin a suscité plusieurs livres, il paye des nègres pour écrire des livres tout à sa gloire, y compris sur l'Indochine, sur les plantations. Alors je ne parle pas de notre ouvrage, hein. Je parle d'un autre de François Gravine, un romancier. Sur la guerre, curieusement, même si effectivement il y a eu quelques Michelin qui se sont tués, il n'y a jamais eu rien d'écrit. Que ce soit après-guerre ou même maintenant. Hein. Et donc, les seuls hommages qu'il y a eu effectivement aux victimes, il n'y a jamais eu par exemple de brochure, même une petite brochure, il n'y a jamais eu ça. Il y avait seulement dans le journal, le mensuel qui est Michelin, qui s'appelait Bibendum, hein, qui a duré pendant des décennies, qui a maintenant changé de nom. Qui a commencé en 1945, il y avait des petits entrefilés pour mettre le nom en fait des morts. Voilà. Évidemment, Marcel Michelin a eu le droit à une page complète, hein, quand un ouvrier avait le droit à 3 lignes, mais ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, Marcel Michelin, on est bien en mal de savoir exactement ce qu'il a pu faire, cet homme, pour être arrêté. Aujourd'hui encore, si vous regardez sur Wikipédia ou dans les livres, bah oui, il a résisté, mais il a résisté comment? Alors là, moi j'ai cherché, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un dossier de résistant, il faudrait que je m'en assure, mais je ne suis pas certain, je ne crois pas. Voilà, donc bon, il a sans doute eu une activité résistante qui ont justifié qu'il soit arrêté, hein, mais je veux dire, il n'a jamais été membre d'un réseau quelconque, il n'a jamais, à ma connaissance, financé un réseau quelconque, etc. Donc voilà, c'est aussi sans doute à cause de ça qu'il n'y a jamais eu de publication des Michelins, parce qu'ils n'ont pas envie en fait qu'on creuse vraiment là-dessus, même par rapport à la résistance des membres de la famille. Voilà, donc je vous dis, je pourrais en dire plus. J'espère bientôt. Oui, bonjour, Bertrand Chalaroche. Je suis intéressé par le fait de savoir quelles conséquences, est-ce que on peut documenter les conséquences sur la tendance unitaire de la crise qui a traversé le PCF à partir de 1939. Et est-ce que le syndicat CGT a été une surface de projection, un lieu de règlement de compte ou un lieu de dynamisation des contradictions qui ont animé le PCF entre ceux qui étaient d'accord avec le pacte soviétique allemand fasciste, et puis ceux qui dénonçaient cet accord. Quelles conséquences ça a eu ça sur l'engagement syndical ou sur le débat politique à l'intérieur du syndicat? Moi je veux bien répondre. Le problème c'est que le pacte germano-soviétique, je l'ai dit, il met les travailleurs en général, les militants communistes, dans un profond désarroi. Et donc, dans une telle période, seuls ceux qui étaient vraiment, je dirais, militants communistes, qui ont compris que la nécessité pour le parti, c'était il fallait souder le parti derrière cette décision. Et donc, le champ de ceux qui soutenaient ça, c'est encore plus restreint. C'était pas seulement, c'était pas le courant unitaire, c'était même pas seulement les militants communistes, c'était, je dirais, les militants les plus aguerris qui se sont soudés par rapport à cette position. Et donc, eh bien, ça réduit d'autant plus l'influence du courant unitaire dans le mouvement ouvrier à cette époque-là. Et
y compris d'ailleurs chez les militants communistes aguerris. Quelques-uns se sont, parmi les députés communistes par exemple, eh bien, il y a eu plusieurs députés qui ont renié le pacte germano-soviétique, et donc voilà, ils ont renié avec le Parti communiste, plusieurs. Ici dans le Puy-de-Dôme, alors on n'a pas de chiffres précis, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est seulement je l'ai dit, c'est qu'une quinzaine de militants qui se réunissent à l'été 40 ici dans le Puy-de-Dôme, alors qu'on avait quand même pratiquement 2000 adhérents au Parti communiste en début 38, début 39. Vous voyez, donc c'est comme ça il faut bien comprendre qu'ils sont repartis de zéro. Alors, on va dire, on peut avoir un jugement critique sur, par exemple, la position du Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique ou ce qui a pu être fait après. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, à un moment donné, au niveau des partis politiques, les seuls qui ont avancé une perspective de résistance au régime de Pétain, c'était les communistes. Et les socialistes, eux, en fait, ils étaient dans la nature. Il n'y avait plus d'organisation du Parti socialiste. Donc voilà, malgré ces faiblesses, à la fois organisationnelles et d'orientation, il y a eu quand même cet embryon de militants a été celui qui a permis, justement, en se reposant sur des jeunes, je l'ai dit, de reconstruire les choses difficilement, parce que les cadres étaient arrêtés, certains étaient aussi... des cadres plus anciens se sont retranchés chez eux, n'ont plus milité aussi. Il y a quand même aussi une partie qui ont arrêté de militer. Mais voilà, pour répondre à votre question, je dirais que le courant militaire il a été encore plus affaibli que le courant confédéré par la répression et par ce désarroi. Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, à un moment donné, donc on dit bien la tendance syndicale donc des confédérés exige la condamnation du pacte par la CGT quand les unitaires tentent d'en donner une lecture positive. Mais il faut savoir une chose, c'est que, effectivement, pour abonder dans ce que dit Éric, le PCF, les militants du PCF étaient dans un désarroi total, et a fortiori, les militants de la partie unitaire. Dans un premier temps, ils donnent, comme de nombreux militants communistes, ils essayent d'en donner une lecture positive. Mais en fait, les événements ont tout bousculé très rapidement. Mais je veux dire, la confusion, elle était totale. Et immédiatement après, de toute façon, la question, c'était la lutte pour la survie du syndicat. C'est-à-dire que, il y a eu cet épisode incontestable qui a semé un trouble majeur. Mais cela étant, immédiatement après, il y a eu la lutte pour la survie du syndicat et ils avaient suffisamment à faire, y compris par rapport à la Confédération. Mais ça a été aussi bien dans le PCF que chez les unitaires, un moment de grand désarroi. Merci beaucoup, excusez-moi, parce que là, vous cultivez ma curiosité par rapport à mon pathos familial. C'est pour ça que j'investis cette question. Est-ce que ça sous-entend, pour être un peu plus explicite, que, la tradition ou le courant anarcho-syndicaliste de la CGT s'est trouvé divisé entre la tendance confédérée et la tendance unitaire, ou n'était que dans une seule des deux tendances, par rapport à cette question, et donc de savoir si les militants qui ont investi assez rapidement la résistance ou ont décidé de passer à l'action parce qu'ils étaient en désaccord avec la position majoritaire à l'époque du PCF, il n'y avait que des militants du PC, ou il y avait aussi des militants anarcho-syndicalistes ou déjà des gens affirmant leur opposition au stalinisme. Alors, si vous voulez, donc j'ai délibérément zappé toutes les autres tendances, qu'elles aient été trotskistes, anarcho-syndicalistes, parce qu'en fait, globalement, elles étaient relativement minoritaires, mais ce sont quand même des militants qui ont énormément souffert, aussi bien de la part des confédérés que des unitaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais cela étant, effectivement, dans un autre exposé, on pourrait s'attarder sur ces personnalités. Et trotskistes, de toute tendance trotskiste, entendons-nous bien, hein, mais les anarcho-syndicalistes comme eux ont souffert des confédérés et des unitaires, parce que fondamentalement, anti-stalinien. Voilà.
Merci. Bon, encore éventuellement une question et après on termine. Alors avant de terminer, question pratique, l'Institut d'Histoire Sociale vit de ses cotisations, vit de la vente de ses quelques revues, et nous sommes sur le fil du rasoir comme nombre d'associations, et donc celles et ceux qui peuvent éventuellement acheter une des revues qui sont à la sortie, je vous invite à le faire. Voilà. Marie-Gilles, tu es contente? Oui, oui. Et moi, je précise qu'on peut adhérer à l'IHS-CGT sans être soi-même adhérent à la CGT, comme c'est mon cas. Et c'est aussi une façon de soutenir notre action et de participer. On a des actions, différentes actions tout à fait intéressantes, des conférences. On a aussi des journées de découverte des photos des fonds des archives CGT pour essayer d'identifier des personnes, des lieux et des noms, des publications, etc. Et je voudrais simplement rajouter, à l'Institut d'Histoire Sociale, nous avons tous nos parcours personnels qui sont différents et qui peuvent amener des fois à des interprétations différentes des faits, mais c'est un endroit où on peut discuter sur la base des interprétations des uns et des autres. Et effectivement, comme dit Eric, qui n'est pas à la CGT, eh bien en fait, c'est vraiment un institut extrêmement riche d'enseignement par les temps qui courent.